Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence qui constitue la suite de la séquence précédente et qui porte sur toujours le chapitre d'ordonnancement de projet. Donc, dans la séquence précédente, nous avons traité les concepts de base liés à la notion, que ce soit d'abord du projet, et ensuite nous avions défini la notion d'ordonnancement de projet. Et la problématique principale étant de déterminer ce qu'on a appelé un calendrier ou un planning d'exécution de l'ensemble des tâches d'un projet, tout en respectant bien entendu un ensemble de contraintes et évidemment en optimisant un critère. Les problématiques d'ordonnancement, en particulier celles d'ordonnancement de projet, ont été traitées il y a longtemps et pour lesquelles on a développé des méthodes optimales qui permettent justement de répondre à la résolution du problème de planification. Donc, ces méthodes, que ce soit la méthode américaine PERT ou que ce soit la méthode française MPM, la méthode des potentiels METRA ou ce qu'on appelle aussi des fois la méthode potentiel tâche, reposent sur le même fondement théorique puisqu'elle consiste à modéliser le problème sous forme d'un graphe mathématique, ce qu'on appelle des fois un réseau, qui est à la base évidemment des calculs du calendrier. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à la représentation justement de graphes associés à notre exemple de construction. Donc comme on peut le voir, le graphe est tout simplement un ensemble de sommets. Les sommets constituent les tâches du projet et on remarque qu'on ajoute des fois des flèches qu'on appelle des arcs dans le langage du graphe entre certaines tâches. Ces arcs traduisent tout simplement les contraintes d'antériorité ou ce qu'on appelle aussi les contraintes de précédence entre les tâches. La tâche B précède la tâche C, précède la tâche F et ainsi de suite. Ensuite, nous avons des valeurs numériques sur les arcs. Ces valeurs numériques ne sont autres que les durées des tâches prédécesseurs. Par exemple, ici, la valeur 5, c'est la durée de la tâche A. La valeur 2, c'est la durée de la tâche T, et ainsi de suite. Donc, voilà comment on modélise le problème d'ordonnancement. Donc là, je rappelle qu'on s'intéresse tout simplement au problème dit central d'ordonnancement de projet, à savoir un ensemble de tâches reliées entre elles par un certain nombre de contraintes d'antériorité ou de précédence, et évidemment avec des durées définies précisément pour chaque tâche. Nous sommes toujours dans un contexte purement déterministe, c'est-à-dire qu'on suppose que toutes ces données sont connues avec certitude. Donc maintenant, le problème qui se pose, c'est comment déterminer ce calendrier d'exécution des tâches. Et là, on va calculer deux ordonnancements ou deux calendriers, un calendrier dit au plus tôt et un calendrier dit au plus tard. C'est-à-dire, il s'agit de calculer pour chacune des tâches une date de début, que ce soit de début au plus tôt ou que ce soit de début au plus tard. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps d'abord au calcul de l'ordonnancement dit au plus tôt. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de définir pour chacune des tâches du projet la date de début au plus tôt, mais évidemment ce calcul doit se faire en respectant les contraintes, les seules contraintes retenues ici qui sont les contraintes d'antériorité ou les contraintes de précédence entre les tâches. Donc une petite notation, on va noter ESJ. ES c'est pour Earliest en anglais, Earliest Starting Time, c'est-à-dire la date de début au plus tôt
de la tâche J. Donc on notera pour une tâche donnée, J, sa date de début au plus tôt par ESJ. Ensuite, je vais noter P de J, l'ensemble des prédécesseurs directs de la tâche J dans le graphe d'ordonnancement, le graphe qu'on vient de voir. Je précise bien ou j'insiste sur le fait prédécesseur direct, c'est-à-dire on peut le définir en mathématiques comme ainsi. P de J, donc c'est l'ensemble des tâches I, tel que IJ est un arc du graphe, c'est-à-dire une tâche I fera partie de cet ensemble si il y a un arc entre I et J au niveau du graphe. Et s'il y a un arc entre I et J, ça veut dire tout simplement que la tâche I précède directement la tâche J au niveau du graphe. Alors, comment calculer la date de début au plus tôt de la tâche J? D'abord, pour pouvoir calculer ces dates de début au plus tôt, il faut bien partir d'une date initiale qui n'est autre que la date de projet. Donc, on doit bien dire à quel moment on va lancer le projet. Et sur la base de cette date de démarrage, je dirais, de projet, on va pouvoir justement calculer les dates d'exécution des différentes tâches. Donc, voilà une formule qui définit ou qui montre comment on peut calculer la date au plus tôt de la tâche J. Donc, la formule dit que la date au plus tôt de la tâche J, ce n'est autre que le maximum de ESI plus DI, où I est un prédécesseur direct de la tâche J. Alors, ESI plus DI, c'est quoi? Je rappelle que DI, c'est la durée de la tâche I. ESI, c'est la date de début au plus tôt de la tâche I. Alors, ESI plus DI, c'est ce qu'on appelle aussi la date de fin au plus tôt. La date de fin au plus tôt de la tâche I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on va retenir pour la date de début au plus tôt de la tâche J, le maximum, la date maximale des dates de fin au plus tôt de ses prédécesseurs directs, les tâches I qui sont dans P de J. Ben, ça s'explique, évidemment, pour que la tâche J s'exécute, il faut bien que tous les prédécesseurs, toutes les tâches prédécesseurs directes de la tâche I, J, soient entièrement exécutées. Et donc, c'est pourquoi on retient plutôt la date maximale et non pas autre date. Bien. Donc, pour plus de précision, on va dérouler évidemment l'algorithme de ce calcul des dates de début au plus tôt directement sur notre graphe. Donc, comme j'ai dit, on va préciser d'abord la date de lancement du projet. Bon, là, pour des commodités pédagogiques, les dates, concrètement, c'est des dates calendaires, c'est des jours. Par exemple, je vais dire le lundi, par exemple, 24 mai 2021. Alors nous, évidemment, on ne peut pas trimballer les dates sur les graphes, c'est un peu lourd, c'est au niveau des logiciels que ça se fait de manière automatique. Donc cette date initiale, je vais la noter 0. Donc la date de début de projet, c'est la date 0. Et donc, ça veut dire que toutes les dates de démarrage du projet, par exemple, dans notre cas ici, c'est la tâche A, vont démarrer à cette même date, sauf, attention, sauf si on a des contraintes particulières. Par exemple, si j'avais la contrainte suivante, la tâche A ne peut démarrer que 3 jours après le début du projet, donc là je ne mettrai pas 0, je mettrai 3 et la date A démarrera plutôt à la date 3. Voilà, donc, et évidemment, le calcul des dates au plus tôt doit se faire sur ce graphe d'ordonnancement qu'on avait justement ordonnancé de manière progressive, ce qu'on a, rappelez-vous, le calcul des niveaux du graphe. Donc on commence par les tâches de démarrage, celle qui vient juste après, et ainsi de suite. Donc là, la même chose, le calcul va se faire niveau par niveau, en commençant par le premier niveau et en allant donc niveau par niveau jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du projet. Donc une fois que j'ai calculé la date de A, je vais calculer la date de B. Ben, la date de B n'a qu'un seul prédécesseur A, donc le calcul est simple, je vais mettre 0 plus 5, et donc B ne peut démarrer qu'à la date 5. Une fois que j'ai terminé ce niveau, je passe au niveau suivant, constitué ici par les tâches C et G. Donc la même chose, la date de début au plus tôt de C, c'est 5, 5 plus 4, c'est 9. Et celle de G, 5 plus 4, 9. Ensuite, celle de D, 9 plus 2, 11. Celle de F, 9 plus 2, 11. Celle de H, attention, 9 plus 3, 12. Ensuite, I. Alors, I, attention, voilà, on va pouvoir voir justement l'application de la formule. Attention, I, il a deux prédécesseurs directs.
F et H. Donc il y a deux dates candidates, 11 plus 5, 16 et 12 plus 3, 15. Donc là, il faut prendre la date maximale, parce que si je prends la plus petite, 15, donc certes, H sera entièrement achevé, mais attention, F ne sera pas encore achevé, donc je ne peux pas, la contrainte qui est là sera violée dans ce cas-là. Donc là, il faut prendre la date maximale pour assurer justement les deux contraintes entre F et H et la date I. Donc pour E, évidemment, c'est 11 plus 2, c'est 13. Là, la même chose, J. Bon, J, vous avez deux prédécesseurs, 13 plus 3, 16 et 16 plus 4, 20. Donc je prends la plus grande date, 20. Ensuite, K, 20 plus 10, 30. Et on arrive aussi à ce sommet, rappelez-vous, artificiel, la fin qui représente la fin du projet. Et donc, j'affecte quand même une valeur, la date de début, une date qui est 35. Voilà. Donc, vous voyez, l'algorithme est simple, mais on l'exécute de manière progressive, donc de début à la fin. Donc, un balayage du graphe, je dirais, de la gauche vers la droite. Bien, voilà, arrivé à la fin, donc on aura calculé ce qu'on appelle un ordonnancement au plus tôt. Alors, juste une précision. Donc, quand j'arrive à ce sommet terminal, je rappelle que F1 n'est pas une tâche concrète, mais c'est juste un sommet qu'on a rajouté pour représenter en quelque sorte la fin du projet. Donc, la valeur qui est là, 35, donc c'est une date. Donc, c'est comme si on dit c'est la date de début au plus tôt de la tâche fin. Mais fin, c'est encore juste une date fictive, une tâche fictive, et donc c'est-à-dire qu'elle est de durée 0. Hein, toutes les tâches fictives, comme la tâche début, donc on leur affecte la durée 0. Donc si fin, sa date de début au plus tôt, c'est 35. Donc sa date de fin au plus tôt, donc si j'ajoute la durée, mais la durée elle est nulle, donc j'aurai 35 plus 0 égale à 35. Et donc la date de fin au plus tôt de ce sommet-là qui représente la fin du projet, ben c'est 35. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 35 ici, sa signification, c'est tout simplement la date d'achèvement au plus tôt du projet. Mais comme ici, ces dates en fait sont obtenues à travers les durées, à chaque fois c'est la somme des durées. Donc la valeur qu'on obtient selon justement ces calculs qu'on a retenus n'est autre que la durée minimale du projet. La durée minimale du projet. Donc voilà, déjà, au niveau de ce premier calcul, donc la valeur que vous allez obtenir au niveau du dernier sommet, le sommet terminal du graphe, ce n'est autre que la durée minimale du projet. Donc voilà déjà une information intéressante pour, je dirais, le responsable du projet. Alors, d'un autre côté, donc, nous avons la notion d'ordonnancement au plus tard. Alors, l'ordonnancement au plus tard, ça veut dire que, bon, certes, si je démarre une tâche à une date au plus tôt, je peux toujours me poser la question, est-ce que je ne peux pas allonger cette date? Est-ce que je ne peux pas, par exemple, permettre un certain temps d'attente, etc., avant d'exécuter une tâche? C'est ce qu'on va appeler par la suite la date de début au plus tard. C'est-à-dire à quel moment je peux démarrer une tâche au plus tard. Mais quand je dis à quel moment je vais exécuter une tâche au plus tard, c'est par rapport forcément à une date donnée. Et bien, cette date donnée, ce n'est autre que la date du fin du projet. Donc justement parce que des fois, quand on a du retard justement sur l'exécution d'une tâche par rapport à sa date de début, ça peut se répercuter sur, par exemple, la date de fin du projet qu'on a prévue. Donc maintenant, la question qui se pose, ce genre de date de début au plus tard, on va les calculer de telle manière à ce que justement ça ne se répercute pas. Ça ne se répercute pas sur la date de fin du projet, et c'est pourquoi pour pouvoir les calculer, il faut fixer cette date de fin du projet. C'est sur la base maintenant de la date de fin du projet qu'on va pouvoir calculer ces différentes dates de début au plus tard. Alors là aussi, une petite notation, on va noter LS pour latest starting time, date de début au plus tard d'une tâche I donnée, et je vais noter SI, l'ensemble des successeurs directs d'une tâche I dans le graphe, qu'on peut définir mathématiquement ainsi. Donc SI, c'est l'ensemble des tâches J telles que IJ est un arc du graphe.
Donc, si j'ai un arc IJ, ça veut dire que J est un successeur direct de la tâche I au niveau du graphe. Et donc, on va pouvoir calculer, à l'aide d'une formule là aussi, la date de début au plus tard de la tâche, d'une tâche I donnée. Donc, j'ai dit, maintenant, les calculs, c'est à l'envers par rapport à ce qu'on a fait précédemment. On va partir de la fin et on va rebrousser chemin niveau par niveau en calculant à chaque fois les dates de début au plus tard des tâches qui sont sur un niveau donné. Alors, voilà la formule générale. La date ici de début au plus tard d'une tâche I, ben, cette fois-ci, c'est le minimum de la date de début au plus tard de la tâche J moins la durée de I, avec évidemment J un successeur direct de la tâche I. Donc pourquoi là, attention, on va prendre le minimum pour ne pas aussi violer la contrainte qui existe entre les tâches I et J. Alors sur le graphe, vous allez mieux comprendre justement pourquoi on prend le minimum et comment on calcule ces dates au plus tard. Donc je reviens sur mon graphe, voilà. Et donc comme je vous ai dit, maintenant l'analyse va se faire de droite vers la gauche, c'est-à-dire de la fin vers le début. Donc puisqu'on a trouvé 35, on va retenir justement la date qu'on a trouvée tout à l'heure, la date optimale de fin du projet, donc 35. Et donc comme j'ai dit, sur la base de cette date 35, si je veux terminer mon projet à la date 35, à quelle date je dois exécuter au plus tard la tâche K? Ben, le calcul c'est simple, on va faire 35 moins 5, c'est 30. Donc au plus tard, je dois démarrer K à 30 et donc j'aurai 30 plus 5 égale 35. Si je démarre la tâche K à 32 par exemple, j'aurai 32 plus 5, 37. Donc je suis loin des 35. D'accord? Donc on fait la différence. La même chose, à quelle date au plus tard je dois démarrer J? Alors attention, là vous avez une contrainte d'antériorité, J précède K, ben là aussi la même chose. On va faire 30 moins 10, 20. Et donc, vous voyez, il faut être le calcul niveau par niveau. Maintenant, je passe aux tâches E et I. Alors, quand il y a juste un arc, c'est simple, on fait une différence simple. Donc, 20 moins 3, 17 et 20 moins 4, 16. Ensuite, là, 17 moins 2, 15. F, 16 moins 5, 11. Et 16 moins 3, 13. Donc là, A, voilà. Donc là, on va avoir un exemple intéressant. C, vous avez deux successeurs. Vous avez D et vous avez F. Donc, autrement dit, vous avez deux dates candidates. 15 moins 2, ça fait 13. 11 moins 2, ça fait 9. Donc, est-ce qu'il faut prendre la plus grande ou la plus petite? Prenons la plus grande. 15 moins 2, c'est 13. Donc, si je prends 13, ben là, je vais avoir 13 plus 2, 15. Mais là, je vais avoir 13 plus 2, 15. Or, la tâche F peut démarrer au plus tard à la date 11. Donc, vous voyez, là, je suis en train de violer cette contrainte-là. Par contre, si je prends la plus petite, 9 plus 2, c'est 11. 9 plus 2, c'est 11, et 11 est largement inférieur à 15. J'ai le temps justement d'exécuter ma tâche T, donc il faut prendre la date minimale. Voilà, 9. Alors la même chose pour B, 9 moins 4, pardon. D'abord 13 moins 3, 10. Là, la même chose, vous avez 9 moins 4, 5, et 10 moins 4, 6. Donc il faut prendre la plus petite. 5 moins 5, 0, et 0 moins 0, 0. Et voilà, une fois qu'on a marqué, je dirais, le début par sa date au plus tard, on aura terminé la phase de calcul de l'ordonnancement au plus tard. Voilà. Donc vous voyez, ces deux ordonnancements, ce sont en quelque sorte les deux ordonnancements extrêmes et possibles, faisables, comme on dit. Donc pour chaque tâche A, voilà, j'ai en haut, comme vous pouvez remarquer, une date de début au plus tôt, et en bas, j'ai mis une date de début au plus tard. Donc nous avons en quelque sorte des fois tout un intervalle de dates possibles d'exécution d'une tâche, sauf qu'on a des particularités. Par exemple, si vous avez 0, 0, 5, 5, 9, 9, vous avez là 11, 11, 16, 16, 20, 20, 30, 30. C'est-à-dire que vous avez une date et une seule précise à laquelle il faut exécuter cette tâche, sinon ça va se répercuter sur justement la durée du projet. Par contre, nous avons des fois tout un intervalle 11, 15, donc il y a toute une latitude pour
exécuter la tâche D, je peux la démarrer au plus tôt à 11, mais je peux attendre jusqu'au 15 sans aucune répercussion sur la durée justement du projet. Bien, donc je reviens maintenant pour définir un autre concept. Donc nous avons dit déjà le premier calcul des dates au plus tôt, ça nous donne une information ici, la durée minimale du projet. Mais en termes de graphe, cette valeur-là ou cette durée, en termes de langage, je dirais, de graphe, c'est la longueur d'un chemin qui part de début à la fin. Alors, le chemin ou les chemins, des fois, qui permettent d'avoir cette valeur au niveau du dernier sommet de graphe, c'est ce qu'on appelle un chemin critique. Donc, la notion de chemin critique est importante donc, dans justement la notion d'ordonnancement de projet. Donc, une petite définition, au niveau du langage de graphe, de la théorie des graphes. Donc le chemin critique, comme je viens de le dire, c'est le chemin, attention, de longueur maximale qui va de début à la fin. C'est-à-dire, si vous énumérez tous les chemins qui vont de début à la fin et si vous calculez leur longueur, la longueur, c'est-à-dire en additionnant à chaque fois les valeurs qui sont sur les arcs du chemin, vous allez voir que justement la valeur 35, c'est la valeur maximale des chemins qui existent entre le début et la fin. Donc, en théorie des graphes, la notion de chemin critique, c'est le chemin de longueur maximale sur le graphe. Alors, dans notre cas, le chemin en question, c'est très simple, c'est A, B, C, F, I, J, K, et évidemment, voilà, je le mets en rouge en même temps. Voilà, donc c'est ce chemin que j'ai doublé en rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle le chemin critique, et c'est l'unique chemin critique ici. Alors, attention, on peut avoir des fois plusieurs chemins critiques au niveau du graphe, c'est-à-dire des chemins qui ont la même longueur maximale et qui est affecté au sommet terminal, le sommet fin. Donc, la remarque que vous pouvez voir ici, c'est que toutes les tâches qui sont sur ce chemin sont des tâches qui ont une date au plus tôt qui est égale à la date au plus tard. C'est pourquoi les tâches qui sont sur le chemin critique, on les appelle aussi des fois des tâches critiques. Et la notion de critique vient du fait que tout retard sur ces tâches, ça va se répercuter sur la fin du projet. C'est-à-dire qu'il faut que le responsable du projet prête attention à ces tâches en priorité et essaie d'éviter au maximum de ne pas les retarder, faute de quoi il va retarder évidemment le projet par rapport à l'échéance définie. Par contre, bien sûr, les autres tâches ne sont pas critiques. Alors, elles deviendront critiques forcément si on dépasse leur date de début au plus tard en termes de leur exécution. Voilà donc notion fondamentale en ordonnancement, c'est cette notion de chemin critique. C'est pourquoi des fois on les appelle aussi ces méthodes, les méthodes de chemin critique. Mais cette valeur qui est, j'ai dit, la longueur du plus long chemin, le plus long chemin qui va de début à la fin, on a dit c'est quoi? Ça représente aussi la durée minimale du projet ou de l'exécution du projet. Donc là, il faut faire attention à cette nuance. La durée minimale du projet, ce n'est autre que la longueur du plus long chemin sur le graphe d'ordonnancement. D'accord? D'un côté, vis-à-vis de la notion du langage des graphes, c'est la longueur du chemin le plus long qui va de début à la fin, mais cette longueur maximale n'est autre que la durée minimale de réalisation du projet. Donc ça, il faut vraiment faire attention à retenir cette nuance justement entre ce que représente justement cette valeur qu'on obtient au niveau justement du sommet terminal. Alors, donc, j'ai dit que le chemin critique n'est pas forcément unique. Là, on a un seul chemin critique, mais on peut avoir des fois plusieurs chemins critiques, évidemment, qui atteignent le sommet terminal avec la même valeur, cette valeur maximale. Mais on peut trouver des chemins, par exemple, là, juste pour encore expliquer cette histoire de chemin, voilà un autre chemin qui va de début à la fin. Par exemple, le chemin A, B, G, H, I, J et K. Alors, si je calcule la longueur de ce chemin, 0,
plus 5, 5, plus 4, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 4, 19, 19 plus 10, 29, et 29 plus 5, 34. Donc vous voyez, c'est un chemin qui va du début à la fin, mais qui a une longueur inférieure à notre chemin critique 35. On peut évidemment énumérer tous les chemins, et le chemin qui fournit la durée optimale, ce n'est autre que le ou les chemins qui ont la longueur maximale. Voilà donc la signification justement de cette notion de chemin critique au niveau d'un graphe d'ordonnancement. Donc toutes les tâches qui sont sur le ou les chemins critiques sont aussi dites critiques, et on remarque ici que leur date de début au plus tôt est égale à leur date de début au plus tard. Donc justement pour le responsable du projet, c'est des informations importantes. Donc la première chose, une fois qu'il aura analysé, etc., il va se pencher sur, évidemment, ces tâches critiques. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en fait, ils sont très sensibles par rapport, évidemment, au retard qui peut se produire au niveau de leur exécution ou en cours de leur exécution. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que les tâches s'exécutent exactement en termes de leur durée, sinon ça va se répercuter automatiquement sur la durée globale du projet. Donc, on a introduit d'autres notions justement qui vont aider en quelque sorte le gestionnaire de projet, justement en termes de degré de liberté quant à l'exécution des tâches et degré de liberté dont il dispose. Alors, ce concept, c'est le concept de marge. C'est le concept de marge. Donc, au niveau des tâches critiques, puisqu'on a dit que tout retard va se répercuter automatiquement sur la fin du projet. Donc, on dit des fois qu'en fait, on n'a pas de marge. Il n'y a pas de marge sur l'exécution de ces tâches. Par contre, on a de la marge sur les autres. Par exemple, sur la tâche D, vous voyez, je peux démarrer l'exécution à 11, mais je peux attendre jusqu'à 15 pour démarrer cette tâche. Donc, vous voyez, j'ai toute une marge sur l'exécution de cette tâche, c'est-à-dire que je peux me permettre un certain retard avant donc de démarrer la tâche par rapport évidemment à sa date de début au plus tôt. Donc là, on distingue deux notions, la notion de marge totale et la notion qu'on verra plus tard, la marge libre. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux types de marge? D'abord, une petite définition. La marge totale. La marge totale d'une tâche est le retard maximal qu'elle peut prendre par rapport à sa date de début au plus tôt, sans que cela n'affecte la durée minimale du projet, donc sans qu'elle se répercute sur la date finale du projet. Alors, son calcul est simple, elle est calculée c'est en quelque sorte la longueur de l'intervalle. Alors l'intervalle constitué par la date au plus tôt et la date plus tard, ce qu'on appelle des fois l'intervalle de flottement. La longueur de cet intervalle correspond justement à la marge totale d'une tâche. Donc la marge totale d'une tâche, ça se calcule comme la différence entre sa date de début au plus tard, pour retenir les notations précédentes, ls de i moins sa date de début au plus tôt, es de i. Donc vous voyez, le calcul est simple. Par rapport au graphe, c'est l'écart évidemment entre la date qu'on a mis en bas de la tâche et la date qui est en haut de la tâche. Évidemment, comme on a vu au niveau du graphe, donc toutes les tâches critiques n'ont pas de marge. Leur marge est nulle. Par contre, pour les autres tâches, on va avoir quand même quelques marges sur l'exécution de ces tâches. Donc voilà un petit tableau qui résume le calcul des marges totales pour les tâches qui ne sont pas critiques. Dans notre cas, c'est la tâche D, la tâche E, G et H. Si vous revenez sur le graphe et vous faites l'écart, vous allez trouver que j'ai une marge totale de 4 jours sur D, 4 jours sur E, une journée sur G et une journée sur H. D'accord? Par contre, tout à l'heure, si par exemple vous retardez D de plus de 4 jours, là vous tombez justement, une fois que vous aurez consommé les 4 jours de retard, donc vous êtes dans une phase critique. La tâche T aussi devient critique et donc tout retard après va se répercuter sur la date la date justement de fin du projet. Alors, sauf qu'en fait, cette marge totale, c'est une marge qui tient compte de la globalité du projet. Je m'explique, c'est-à-dire une fois que vous allez retarder une tâche, autrement dit, vous allez consommer sa marge totale, vous allez forcément, justement, retarder les dates qui suivent par rapport, des fois, à leur date au plus tôt.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'empiéter des fois sur les tâches qui suivent, les tâches descendantes. Et donc, c'est pourquoi on a introduit un autre concept de marge, à savoir la marge libre, qui est une marge propre à chaque tâche, ou si vous voulez, une marge intrinsèque. Alors, définissons cette marge libre. La marge libre, donc, c'est toujours le retard maximal que l'on peut, ou qu'il peut prendre par rapport toujours à sa date de début au plus tôt, sans que cela n'affecte les tâches suivantes, c'est-à-dire ces tâches descendantes. Et donc, ça veut dire que ces tâches descendantes, ils doivent conserver leur date au plus tôt. Donc ça, c'est intéressant quand, par exemple, sur les tâches, vous avez des groupes, évidemment, qui sont affectés à des groupes de travail indépendants. Et donc, la marge libre va fournir, évidemment, les degrés de liberté que chaque groupe a sur les tâches qui lui ont été assignées. Et donc, c'est intéressant comme concept, justement. Ça permet de montrer à chaque groupe, par exemple, de travail, la latitude qu'il a par rapport, évidemment, aux autres groupes, aux autres groupes de travail. Donc, pour calculer la marge libre, donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Cette marge libre, en fait, consiste à maintenir les dates au plus tôt des tâches qui suivent. C'est pourquoi ça va se passer tout simplement entre dates au plus tôt. Donc, ça se calcule ainsi. La marge libre d'une tâche I, c'est le minimum de la date au plus tôt d'une tâche J moins la durée de la tâche J. Donc, J, c'est quoi? Rappelez-vous, S, c'est les successeurs. Donc, la date au plus tôt moins la durée, moins la date au plus tôt de la tâche I. Moins la date au plus tôt de la tâche I. Donc, voilà le calcul effectué au niveau donc, de la tâche, des différentes tâches non critiques. Donc, si on applique la formule au niveau de la tâche D, on trouve que c'est 0. La même chose pour la tâche E, par contre, on trouve 4J, la tâche G, 0, et la tâche H, une journée. Donc, si vous regardez tout à l'heure, bon, je reviens rapidement. Donc, vous voyez là, on a 4, 4, 1, 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 0, 4, 0, 1. Donc, vous voyez qu'au niveau de D et G, la marge libre est égale à 0, alors que la marge totale pour D, c'était 4, et pour la G, c'était 1. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la marge libre, elle est beaucoup plus contraignante que la marge totale, et c'est une fraction de la marge totale. C'est pourquoi la marge libre est toujours inférieure, voire égale à la marge totale. Donc, ça aussi, il faut le retenir. Voilà, donc, un concept intéressant pour le responsable du projet, c'est la notion de marge. Donc, comme ça, il saura, et il aura à l'avance, évidemment, une idée sur les degrés de liberté qu'il a quant à l'exécution, évidemment, de ces tâches. Voilà, donc les notions de base sont fondamentaux, évidemment, liés à ce concept d'ordonnancement de projet, c'est-à-dire quelques éléments importants pour le gestionnaire de projet. Donc, la méthode qu'on a utilisée, la méthode MPM ou la méthode potentielle, vous voyez, ça nous a permis d'abord de modéliser le projet en termes de graphes, tout en représentant évidemment les contraintes. Donc là, je suis toujours dans le problème central d'ordonnancement où on a retenu que les contraintes d'antériorité, ou ce qu'on appelle les contraintes aussi des précédentes tâches, et évidemment en utilisant les paramètres durée des différentes tâches. Donc déjà, l'analyse du graphe, la double analyse du graphe, c'est-à-dire de gauche vers la droite et de droite vers la gauche, nous permet d'avoir les calendriers extrêmes, le calendrier de lancement au plus tôt et le calendrier de lancement au plus tard. Et évidemment, sur le graphe, nous avons représenté aussi le chemin critique qui permet évidemment de connaître les tâches critiques et évidemment, dans la longueur, fournit la durée minimale du projet. Ensuite, avec la notion de marge, nous avons tous les paramètres justement qui nous permettent justement de voir dans quelle mesure évidemment on peut se permettre des fois de retarder certaines tâches par rapport à d'autres.
Donc, je me contenterai, évidemment, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je vais me contenter tout simplement de ces notions premières, élémentaires, justement, concernant l'ordonnancement de projet. Et ça sera bien sûr plus détaillé au niveau des travaux dirigés, au niveau des exercices de travaux dirigés. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation, bonne révision et beaucoup de succès dans, évidemment, vos contrôles de fin de semestre. À très bientôt.